Salut tout le monde, salut les spectateurs du JT du Off, web télé montpelliéraine, né du Off du Festival d'Avignon et puis qui a réussi envers et malgré tout à persister et je collabore au JT du Off depuis pas mal de temps et du coup j'ai l'occasion d'inviter mes amis à se montrer un peu à l'écran, etc. Et parmi mes amis, mes nombreux amis, hein, j'ai découvert un pote qui s'appelle Jean-Marc Talamoni que vous voyez à ma gauche et Jean-Marc a pour particularité d'être un conteur corse. Voilà, et donc il me semblait qu'en effet, ce serait bien de mettre un petit focus sur ton travail, qui est un travail de lien social aussi, qui n'est pas seulement une transmission du savoir, qui est aussi une remobilisation du public, parce qu'il est participant. Voilà. Et alors, toi, on te voit à Scrupule, on en parlait tout à l'heure. Scrupule, c'est la librairie anarchiste de Figuerolles, au-dessus du bar de la Pleine Lune, et où il y a des scènes ouvertes et des soirées poétiques fermées, cercles poétiques ouverts, pardon. Et toi, tu viens le plus souvent que tu peux, parce qu'on est ton public, on est aussi tes amis, et voilà. Mais là, tu commences maintenant à réussir à compter pour un public vraiment dédié. Tu proposes aussi des ateliers de création conte. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots de tout ça? Au niveau des contes, j'ai mis en place, avec ma compagne, Doris, qui m'accompagne au piano, un spectacle de contes basé sur les contes traditionnels et des contes que j'ai écrits et agrémentés, on va dire, d'histoires humoristiques où je me moque de mon peuple. Et en même temps, j'ai ce plaisir du conte, de l'écriture. Donc j'ai mis en place un atelier à la Maison des Chômeurs à Montpellier, un atelier conte, où là aussi je fais, on va dire, travailler les gens, c'est-à-dire je leur redonne le goût de l'imaginaire. Et sur des thèmes des fois différents, enfin, avec des personnages ou sur une question donnée ou des mots donnés, d'écrire une histoire. Et je me rends compte que les gens ont de l'imaginaire. Et surtout, ceux qui ont des situations difficiles, ça leur permet de pouvoir les surmonter, de mieux y travailler. Et l'écriture, les contes qu'elles ont fait, on en a fait un spectacle fin juin à la Maison des Chômeurs, étaient d'une qualité exceptionnelle. Et elles y ont mis tout leur cœur. C'est des femmes qui ont des difficultés, mais elles y ont mis leur cœur, elles y ont mis leur tripes. Elles se sont un peu racontées, mais surtout, elles ont rêvé, mais elles se sont rendues compte que la réalité, on peut la bouger si on n'occulte pas notre imaginaire. Et puis, on peut aussi faire des effets spéciaux à l'américaine. On peut détruire, on peut construire une montagne, la détruire, la reconstruire 10 fois, la faire exploser, la faire fondre. Ah ben, dans le conte, tout est possible. On peut avoir du pop-corn qui parle, des ours roses, des montagnes qui tombent et qui reviennent. Mais il y a quand même, le conte en lui-même a une structure narrative qui existe. Généralement, le héros, il doit mener 3 fois la même action pour arriver au bon résultat. La fameuse règle de 3. Et le chiffre 3 est assez symbolique dans le conte. On peut ou ne pas le respecter, mais systématiquement, la première fois il rate, la deuxième fois il rate, la troisième fois il réussit. Parce qu'il a compris, il tient compte de ses échecs, donc il y a quand même dans le conte, il y a quand même quelque chose un peu de profond, en disant qu'il ne faut pas avoir peur d'insister, surtout quand on sait qu'on est sur le bon chemin. Et je crois que vraiment, s'il y a quelque chose qu'on peut tous faire dans la vie, c'est créer des contes. Et pas besoin d'aller trop à l'école, pas besoin d'avoir beaucoup lu, ni même d'ailleurs d'avoir beaucoup connu de contes. Je crois que c'est vraiment ton activité à la Maison des Chômeurs est vraiment intéressante parce qu'en effet, on a besoin de pas grand-chose pour faire un conte. Les enfants eux-mêmes apprennent à faire des contes dans les écoles maintenant. Et puis par rapport à la langue corse, moi je suis assez optimiste parce que figure-toi que maintenant on apprend le créole dans des écoles, dans des lycées au Guadeloupe. Et ça va vraiment aller dans ce sens, à mon avis, et je l'espère en tout cas. Cette île
magique, Calistée, comme l'appelaient les Grecs, la Corse, celle qui est née d'une fameuse histoire d'amour entre le soleil et la mer, bien qu'elle soit bercée même par deux mers. Donc vous, en France, vous avez une mère et plusieurs pères. Nous, en Corse, on a un père et deux mères. C'est déjà une différence énorme. Donc je compte toute cette particularité-là, je compte ces paysages, ces montagnes, ces plages de sable blanc, de galets, ces rivières, ces petits villages de pierre grise avec ses toits en ardoise, ces clochers blancs, ces hommes bourrus, mais qui aiment leur terre et qui aiment leur vie, qui aiment leur langue aussi, et ces femmes qui aiment leurs hommes aussi. Et tout ça, ça fait mon île, et tout ça, ça fait des contes. Et en Corse, il y a encore des gens qui comptent dans la langue corse. Beaucoup plus en chanson qu'en parler. Le conte traditionnel corse se veut en langue corse, il était surtout à la veillée. Le soir, autour de la cheminée, là, c'était en langue corse. Mais cette langue, l'État français a empêché qu'on l'apprenne à l'école. On était puni quand on parlait corse. Donc ça a un peu disparu. Mais maintenant, ça revient. Le corse se reparle couramment. Il y a des grands chanteurs corses aussi. Et des conteurs corses, il y en a de moins en moins. Mais c'est surtout des poètes. Il y en a un, c'est Octave. Il était venu même à Scrupule avec Henri-Pierre Dessaules. Oui, je l'ai pas vu. Je suis pas tout le temps à Scrupule. Voilà, donc il y en a. Donc il y a une grosse tradition corse qui existe. Moi, dans mon répertoire, j'ai des contes traditionnels qui ont été écrits en 1700, 1800. Mais j'ai aussi des contes dans mon répertoire que moi j'ai écrits pour donner ma vision à moi de mon île. Et surtout pour la faire partager. Parce que cet objectif-là, c'est surtout de donner une réalité à l'imaginaire. Et à travers le conte, on peut le faire. Donc tu dis à l'instant là que tu dis des contes qui sont loin dans le temps. Tu parlais du XVIIIe siècle, enfin des années 1800. Enfin voilà. Et puis donc et de ton écriture qui est donc de faire quelque chose de neuf, de moderne. Mais j'imagine que la base, elle est évidemment familiale, culturelle. C'est au sein de la famille que le conte commence. Tu disais à la veillée du soir. On aurait pu dire au journal télévisé du soir. C'était en fait votre vision du monde, en fait. C'était notre vision du monde. Dans les contes à la veillée, on parlait des Mazères, c'est les vieilles sorcières, il y a des anges, tout ça. Mais il y a aussi des histoires traditionnelles corses qui expliquent un rocher, qui expliquent une montagne. L'Alcodine, c'est l'enclume du diable. Le conte de la sposate, de l'épousée, de la mariée, c'est une montagne vers Vico. Et dans cette, il y a une montagne, ça représente une femme à cheval. Et il y a un conte là-dessus qui explique pourquoi cette femme à cheval est en pierre. Ce conte s'appelle la sposate, qui en français veut dire la mariée. Elle a voulu quitter sa mère, elle a voulu tout prendre à sa mère. Et même pas lui laisser une fourchette, une cuillère. Elle avait oublié une cuillère, elle est redescendue chercher sa cuillère. Et sa mère lui a dit: je te maudis, toi et ton cœur de pierre. Il y a eu un grand tremblement. Son cheval et elle sont partis dans l'air. Elle s'est incrustée dans la montagne. Et depuis, cette montagne, elle s'appelle la Sposate. C'est elle. C'est de la notre tradition. C'est de la géographie presque. C'est de la géographie. Oui, l'alcooline, c'est l'enclume du diable. Parce qu'il est en train de faire un pari avec un forgeron, et le forgeron a bien sûr eu le dessus sur le diable, et le diable, il a jeté l'enclume en l'air, et elle a atterri sur la montagne, et la montagne a une forme d'enclume. C'est celle du diable. Dis-moi, il y a d'autres conteurs que toi à Montpellier. Je pense à Béatrice que j'ai rencontrée il n'y a pas très très longtemps. Des conteurs? Oui, il y en a d'autres sur Montpellier. On est même beaucoup. J'ai participé à la fête des contes à Saint-Genès-des-Mourgues et on était une cinquantaine de conteurs. Mais chacun a ses spécificités. Il y a les Africains. Moi, je suis corse. Donc, je compte mon île. Je suis sur le continent et j'explique comment est mon île, comment sont les Corses à travers mes contes.
à travers les contes historiques, culturels de la Corse et à travers aussi ce que moi j'écris. Et est-ce que tu parles des touristes, par exemple, en Corse? Les pinsout. Ah, oui, des pinsout, on en parle. Alors le pinsout, c'est pas parce que ça veut dire pointu, mais c'est pas l'accent. Le mot pinsout, il vient des soldats génois. On a été très occupés, nous, en Corse. On dit que le Corse est feignant, mais on a été très, très, très occupés par les morts, par les Sarrasins, par les Anglais, par les Allemands, par les Génois, par les Italiens, par les Français. Et les soldats génois qui occupaient la Corse, ils avaient des casques pointus. Et c'est comme ça qu'on les appelait. Le mot pinsout vient du casque pointu des soldats génois. Donc des gens qui partent en vacances en Corse ne savent pas qu'ils partent vous envahir. Hein. Ils croient qu'ils vont passer juste des vacances au soleil. Ah oui, oui, non, mais ils nous envahissent, c'est bien. Mais quand ils respectent notre nature, ça pose pas de problème. Oui, il y a la nature évidemment, puis aussi le prix des loyers. Le Corse peut plus vivre en Corse. Est-ce que d'ailleurs l'exode de la Corse a eu lieu? Les Corses sont massivement déportés les uns et les autres comme ils pouvaient. Le Corse, l'État français n'a jamais rien fait pour la Corse. La Corse a été très intéressante pour l'État français en tant que base militaire. Premier département libéré lors de la Seconde Guerre mondiale, en 1943. C'est les Corses tout seuls qui ont mis les Italiens et les Allemands dehors. Ça a permis le débarquement de Provence. C'est une île stratégique au milieu de la Méditerranée. La France en a besoin. Quoique maintenant, avec les avions tels qu'ils sont, ils pourraient s'en passer. Mais il y a eu une très forte exode dans les années 50-60. Beaucoup de Corses n'arrivaient plus à vivre de leur terre, n'arrivaient plus à vivre de leurs vaches, de leurs cabris, de leurs mouflons, de leurs cochons. Et ils sont partis sur le continent travailler. Ils sont allés dans des administrations, ils ont travaillé. Il y a une énorme diaspora corse sur le continent. Et même dans le monde entier. Dans le monde entier. Il y en a de partout. La guerre d'Algérie n'a pas fait du bien aux Corses. Beaucoup de Corses étaient partis s'expatrier en Algérie. Quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie, ils sont revenus. Et là, l'État français leur a donné toutes les aides possibles et inimaginables, ce qui avait été refusé au peuple corse. Donc ça a créé des clivages déjà entre nous, entre les Corses qui arrivaient d'Afrique du Nord et les Corses qui étaient sur l'île. Il y a eu des tensions énormes. Il y a eu des attentats. Et le mouvement indépendantiste, nationaliste, est né de ce conflit-là, du retour des rapatriés, des aides qu'ils ont eues. Le Corse s'est senti floué, trahi, et les mouvements autonomistes ont commencé à apparaître. Et de là, avec ce que ça a induit, c'est-à-dire jusqu'à l'assassinat d'un préfet, jusqu'à, avec le FNLC, les attentats. Mais maintenant, politiquement, la Corse a une assemblée territoriale. Celle-ci est dirigée par les nationalistes qui ont gagné les dernières élections. Et le process d'indépendance peut-être qu'il va se mettre en route. Mais maintenant, c'est des Corses qui gouvernent la Corse, c'est plus des politiques mafieux. Aux dernières législatives, 3 députés nationalistes ont été élus sur 4. C'est le département où il y a eu le moins d'abstention au second tour. Le peuple corse sait prendre ses responsabilités. Il les prendra. Et moi, à travers mes comptes, j'ose pouvoir faire exprimer cette volonté corse qu'avant d'être français ou quoi que ce soit, on est corse d'abord. Et tu me disais il y a un bout de temps de ça que la première république au monde, c'était la Corse. Pascal et Paoli a fondé une république corse en 1755. Elle a duré 7-8 ans. Puis après, les Anglais, les Italiens ont fait tout pour qu'elle s'arrête. Mais il y a eu une république corse. Elle a duré ce qu'elle a duré. Pascal Paoli a écrit sa constitution. Les Américains s'en sont servis aussi pour leur, parce que même il est allé leur donner un coup de main pour se battre contre les Anglais. Mais on a été un État libre à un moment donné, mais ça a duré 7 ans. Mais... Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le drapeau corse représente un mort? Est-ce que c'est la tête de mort revisitée ou... C'est le... La Corse, je t'ai dit, a été énormément envahie. Il y a eu les morts, les Sarrasins. Et
ils étaient arrivés sur nos plages, on s'est défendus, nous nous sommes défendus, et pour montrer à ceux qui étaient restés dans les bateaux qu'il ne fallait pas qu'ils redébarquent, on a coupé la tête d'un grand chef des Sarrasins, et on l'a mis sur un drap blanc pour leur montrer qu'il fallait nous laisser tranquilles. Et depuis, c'est resté cet emblème-là. Mais l'emblème, au départ, le bandeau était sur les yeux. Et avec Pascal et Paoli, on a relevé le bandeau. L'emblème sarde est une tête de mort avec le bandeau sur les yeux. D'accord, pas mal. Sarthe, c'est la l'île d'à côté, la Sardaigne, hein, c'est ça. Les voisins d'en face. Les voisins en face. Et le triangle, c'est aussi un symbole de la Corse, le triangle, le triangle rectangle. Ça, Tu savais pas? Non, non, ça doit être. C'était un des premiers groupuscules indépendantistes. Ça devait être celui de l'ARC, l'Action de la Renaissance de la Corse, peut-être. Peut-être. Non, la langue corse, maintenant, elle est étudiée, elle est parlée. Elle est traduite sur Google. Oui, il y a un traducteur. Il ne faut pas oublier que Corté est une des plus vieilles universités de la République française. Elle est chez nous. Mais le corse se parle. Il y a le corse littéraire. Après, vous avez l'Ajaxien, le Bastier. À Cargèse, c'est presque du grec. À Bonifacio, c'est presque du sarde. Mais on arrive à s'entendre quand même. Bon, de temps en temps, il y a des petites histoires de famille sur des petits bouts de terrain. Comme dans Astérix et Obélix. Ouais, ça dure 2-3 générations, mais au bout d'un moment, excuse-moi pour Cafoun. Mais c'est les mariages, autour de bons plats de charcuterie, on y arrive à s'entendre. Puis un beau mariage, des fois aussi, ça rabiboche. Oui, ça rabiboche. On arrive quand même. On est devenu civilisé quand même. Hein. Il y a des tas de casques à pointe qui arrivent chaque mois de juillet et qu'il faut nourrir. Donc voilà. Oui, le tourisme est une activité principale en Corse, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'industrie, il y a de la pêche, il y a de l'agriculture, il y a du fromage, il y a des industries qui sont implantées en Corse, il y a des mines, la Corse est j'allais dire, autonome. Elle produit des richesses qui profitent à l'État français, mais elle produit des richesses. Elle ne vit pas que du tourisme. Elle a ses propres richesses en elle. Le bois est une des richesses énormes de la Corse, le liège notamment. Et le liège corse est très réputé. Cette place me plaît bien. Il manque simplement une petite fontaine, un monument aux morts avec des noms corses dessus, 2-3 petits vieux, je serais presque chez moi. Ouais, 2-3 petits vieux. Et alors on est là. Non, j'ai dit 2-3 petits vieux. Ah bon. Allez, ciao.